On va maintenant définir une intégrale fonction de sa borne supérieure. Alors pour faire ça, on va d'abord prendre une fonction petit f continue sur un intervalle i égale à AB, et on va prendre x, un point de i, et l'intégrale de a à x de f de t dt, qui est égale par définition à grand F de x moins grand F de a, c'est ce qu'on va appeler une intégrale fonction de sa borne supérieure. Parce que sa borne supérieure, c'est x, et c'est bien une fonction de x. D'accord? À cause de grand F de x ici. Donc, ça, c'est une intégrale fonction de sa borne supérieure. Voilà. Donc c'est une définition à connaître. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, effectivement, si au lieu de mettre b ici, qui est une constante, je mets une variable x, eh bien, obligatoirement, je retrouve cette variable dans grand F de x moins f de a, ce qui veut dire que cette intégrale est une fonction de x maintenant, et dépend de sa borne supérieure, puisque x est simplement la borne supérieure de cette intégrale. Alors, ce qu'il faut retenir, un deuxième point, le premier c'est le nom qu'on lui donne, le deuxième c'est que c'est l'unique primitive qui s'annule en A. Alors ça c'est important. Évidemment, si on intègre de A à A, bon, il n'y a pas d'air sous la courbe, donc ça vaut 0. Mais ici, si x vaut A, ça me fait grand F de A moins grand F de A, ça vaut 0. Donc cette primitive en particulier, c'est l'unique primitive qui prend la valeur 0 au point x égale A. Et souvenez-vous qu'on a vu dans le chapitre des primitives que si on a précisé la valeur que prend la primitive en un point, alors celle-ci est unique. Alors en titre d'exemple, eh bien on va faire le calcul pour la fonction f de t égale 2t plus 1. D'accord? Et on va chercher l'unique primitive qui s'annule en 1. Donc on cherche grand F primitive de petit f tel que f de 1 égale 0. Voilà. Grand F égale, à nous de voir. Alors, petit f est continu sur tout R, donc aucun problème, en particulier sur 0,1 si on veut s'intéresser à cet intervalle-là, mais dans tous les cas elle est continue, donc elle admet bien au moins une primitive. On a même vu précédemment que la primitive est de la forme t carré plus t plus c. Et si j'impose f de 1 égale 0, c'est-à-dire que f de 1 qui vaut 2 plus c égale 0, ça va me donner c égale à moins 2. Et donc, j'en conclus que f de t est égal à quoi? Est égal à t carré plus t moins 2. C'est l'unique primitive qui s'annule lorsque t vaut 1. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais faire dès le chapitre précédent, et je n'utilise pas la définition que j'ai vue ici. Alors on va faire la résolution maintenant en utilisant cette définition-là. L'unique primitive qui s'annule en 1, ça va être l'intégrale de 1 à t de f de x dx. Alors attention, si ce n'est pas clair pourquoi j'ai changé t et x ici, par rapport à là, souvenez-vous, la variable est muette. Ici, ça n'a aucune importance le nom qu'on lui donne. Et je veux que la fonction que je récupère soit une fonction de t, pour que ce soit de la même forme qu'ici. Donc, je mets la borne supérieure égale à t. Alors, cette quantité-là, eh bien, ça n'est rien d'autre que la primitive t2 plus t, mais souvenez-vous, sans mettre la constante, puisque maintenant on prend des bornes quand on intègre, donc c'est simplement t2 plus t, entre 1 et, pardon, ça c'est ma faute,
j'ai mal noté, c'est f de x, donc c'est x2 plus x, pardon, compris entre 1 et t. Voilà. Et ça vaut combien? Eh bien, il faut évaluer en t. En t, ça fait t carré plus t. Voilà. Moins évaluation en 1 qui fait 2. C'est donc t carré plus t moins 2. C'est donc bien la même chose qu'ici. C'est donc bien l'unique primitive qui s'annule lorsque t vaut 1. Donc à retenir la définition et la propriété d'être l'unique primitive qui s'annule en A, qui est la borne inférieure ici. Et évidemment, on pouvait le faire de cette façon-là, mais ça c'était faisable déjà il y a un chapitre. Cette façon-ci est un petit peu plus rapide et élégante, puisqu'elle donne directement, par construction, la primitive qui s'annule en 1.